J'ai été attaqué par le mal depuis 2005, le 13 août. Les gens tombent à la douche et on dit, il se lavait quand il est tombé et puis il est parti. Jusque-là, on ne connaissait pas l'hypertension en tant que telle. Plus d'un quart de la population mondiale adulte est hypertendue. L'hypertension artérielle est l'élévation permanente au-dessus de 13/8 de la pression du sang sur la paroi des artères. Elle est le premier facteur de risque de survenue d'accidents cardiovasculaires. Parfois, il se plaint d'avoir mal à la tête. Parfois, il se plaint d'avoir une vue effectivement qu'abaissée. Parfois, il se plaint de fatigue. Et c'est quand on passe normalement en consultation et que première des constantes qu'on prend, il y a la température, la pression artérielle. Là, on se rend compte que son chiffre de tension est élevé. Longtemps considérée comme une maladie des pays riches, elle se révèle être également très fréquente dans les pays du Sud. Au Bénin, un adulte sur 4 vit avec cette maladie. Je m'appelle Inès Bokor. Je suis anthropologue de la santé. Il y a de cela 2 ans, j'ai perdu ma cousine à cause de l'hypertension artérielle. Elle avait 60 ans. Elle est décédée brutalement après plusieurs jours passés dans le coma. Ce fut un traumatisme pour la famille qui se reproche de ne rien avoir vu venir. Je veux comprendre ce qui est arrivé à ma cousine. Aujourd'hui, je vais à Ouidah, ville côtière à 42 km à l'ouest de Cotonou, pour rencontrer Brigitte. Âgée de 42 ans, Brigitte est veuve et mère de 4 enfants. Elle a failli subir le même sort que ma cousine. Comment avez-vous su que vous souffrez d'une telle maladie? J'avais des maux de tête. Je ne me sentais pas du tout à l'aise. Au début, j'ai pensé que c'était le paludisme, mais j'avais tort. C'était bien l'hypertension artérielle. Je m'étais levée une nuit pour uriner, mais en revenant, j'ai commencé à me sentir faible au point de perdre l'équilibre. Il en fallait de peu pour que je tombe, mais je me suis fait violence pour tenir debout. J'ai fait de mon mieux pour placer un pied à l'intérieur de la chambre à coucher, mais en déplaçant le second pied, je me suis écroulée dans les assiettes. Le lendemain, je n'étais plus capable de me redresser. Après m'être rendue à l'hôpital, les médecins se sont rendus compte que ma tension était très élevée. Le médecin m'a demandé de soulever le bras, mais je n'y arrivais pas. Ils m'ont aussi demandé de soulever le pied, mais je ne pouvais pas non plus. J'y ai passé 45 jours. Puis, je suis rentrée et là, j'ai commencé le traitement qui m'avait été prescrit. À l'hôpital, on nous avait demandé de faire des scanners et bien d'autres choses. Nous avons juste fait ce qui était dans nos moyens. Je me rends à présent à la représentation de l'Institut de recherche pour le développement IRD à Cotonou. Mon ami Jean-Yves Le Esran, médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD, de passage au Bénin mis à temps. En 2018, il a mené une enquête auprès de sujets hypertendus dans le cadre du projet Global Med. Il a bien voulu m'accompagner pour assister à quelques entretiens avec des personnes souffrant d'hypertension artérielle. Porto Novo, capitale politique du Bénin. Inès et Jean-Yves y rencontrent un gendarme à la retraite depuis bientôt 30 ans. C'est à 3 ans de sa retraite qu'il a été dépisté hypertendu lors d'un bilan de santé.
J'étais un fonctionnaire de l'État. À l'approche de ma retraite, j'ai jugé bon de faire un bilan de santé. Je voulais aussi éviter de vite mourir une fois à la retraite. C'est donc à cette période que je suis allé faire mon bilan au grand hôpital. C'est suite à de multiples examens qu'ils ont trouvé que je souffrais d'hypertension. Mon médecin traitant, en me prescrivant tous mes médicaments, m'a bien indiqué que c'était un traitement à vie. Depuis que je suis mon traitement jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de complications liées à mon hypertension. Pour la plupart des gens, le mal est invisible. Il demeure un mystère. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous la menace d'une catastrophe. Récemment, j'ai fait une journée don de sang. On a découvert quelqu'un qui avait 22 de tension. Le responsable de l'agence de la transfusion sanguine m'a dit « Où est-ce qu'il est? Je veux absolument le revoir. Il faut tout de suite le mettre dans le circuit de soins. » Et bien cette personne était partie. Quand je l'ai revu, parce que comme c'était dans le quartier, je l'ai revu, je lui ai dit « Je vous attends en consultation. » Il a complètement banalisé. Il me dit « Oui, je suis au courant, oui, je suis au courant. » Ben, elle était au courant, mais elle était élevée. Ce monsieur va s'écrouler un jour, c'est ce qu'on appelle la crise. Oh, il a fait une crise. Ben non, enfin, il a fait une crise d'hypertension artérielle. Comme Brigitte Aouida, M. Joseph Rouanou a subi les conséquences de ce mal. En 2005, Joseph se retrouve brutalement paralysé du côté droit. Enseignant du primaire, il a dû prendre une retraite anticipée. Cela fait maintenant 18 ans qu'il vit avec l'hypertension et un handicap. J'ai été attaqué par le mal depuis 2005, le 13 août 2005. J'étais dans mon canapé et puis je m'étais affaissé. Je suis écroulé. Ma femme était là, elle a dit c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai déjà la face tournée. Il dit, elle appelle ma mère, venez maman. Elle vient, on m'a transporté à l'hôpital. Je ne parlais plus, je ne faisais plus rien. J'ai fait un jour, 2 jours, ça n'allait pas. Vous étiez à combien? L'infirmier m'avait prédit que, avec la tension que j'ai là, que je suis déjà à 16, 10. Il dit que c'est grave pour moi. Parfois, dans la recherche de solutions, certains patients se tournent vers la religion. C'est le cas de M. Louis, enseignant à la retraite. Il pense pouvoir avoir le temps et avec le soutien de Dieu, se débarrasser de la maladie. Mon dernier bilan, ça date de 3 ans. Moi, j'ai décidé de ne pas dépendre d'un médicament pour le traitement. Quand je commence pas à sentir les mêmes choses, les mêmes symptômes, j'essaie de me donner du repos. Dieu dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai fait sur toi. Projet de bonheur. Ma fille a souffert, elle est décédée. Ma fille Jacqueline, elle est décédée en 2020 ou 2020, je crois. C'est de ça qu'elle a souffert, c'est l'AVC, j'ai été la voir. Et le mari, pratiquement la même chose. Bon, en dehors de ça, je connais d'autres personnes à AVC. J'ai des camarades de promotion qui sont aussi décédés comme ça. AVC. Et puis, c'est l'hémiplégie ou bien une paralysie partielle. Vous voyez, les gens marchent, c'est difficile, la marche est difficile, se lever est difficile. J'en connais. Et cela ne vous amène pas à respecter les prises? Non, puisque je ne suis pas inconscient, je sais ce que je fais. Quand bien même je vois, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ça ne m'amène pas à me jeter sur les comprimés pour dire, bon, écoute, si l'homme là prenait, ça lui est arrivé, il faut que moi, je continue que ça. Non. C'est-à-dire, je n'en fais plus un souci. Pour d'autres patients, ils ont recours à la tradition ou aux tradipraticiens. Quelqu'un m'a proposé de venir chez un charlatan, pratiquement.
Donc je me suis dépêché, je suis arrivé. Ils ont cherché des voitures. On m'a déposé là-bas. Là, de là, j'ai fait 3 mois, quelques jours. Il dit que ça va guérir, ça va guérir, ça va guérir avec des plantes, des choses là. Bon, ok. Ah, j'étais là. Ma femme a dit, il va falloir qu'on rentre. Je suis rentré ici encore. Je suis resté là. Ça n'allait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on m'a dit encore, il faut aller quelque part encore à C. Quelque part, on l'appelle C. Non, j'ai dit, c'est quoi? Charlatan. Oh, là-bas, là, c'est la croix et la bannière. Je suis resté là pendant 4 mois, il n'y avait pas de choses là, quoi. Au contraire, ça augmente, si bien que mes muscles et tout ça là, se raidissaient. Bon, je suis revenu encore à la maison. Quelqu'un est venu ici, m'a dit, bon, ok, il va falloir que tu ailles au centre de santé. Et M. Louis, il a parlé de la religion, de la place de la religion dans sa façon de gérer la maladie. Et puis le monsieur d'Alada, il a parlé de charlatan. Oui, au Bénin, tu vois, la religion, Dieu a une importance, le côté spirituel a une importance capitale dans le quotidien des gens, si bien qu'on se remet dans toute situation, que ce soit en cas de maladie et autres, on se remet d'abord entre les mains de Dieu ou du spirituel. C'est un peu comme tu le dis, le monsieur d'Alada, il a dû couper son traitement à l'hôpital lorsqu'il est déclaré hypertendu pour aller rester pendant des mois chez des charlatans pour trouver des solutions. Pour contrôler ou combattre cette maladie, des décisions sont prises en fonction des conseils reçus et des moyens à disposition. Du comprimé aux plantes médicinales, chacun se défend comme il peut. Cela fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas encore pris de médicaments, faute de moyens financiers. Vous achetez la plaquette ou la boîte du comprimé. J'achète la plaquette. Je n'ai pas les moyens financiers pour m'en procurer tous les jours. J'en achète seulement lorsque je ressens des malaises. Dehors de l'amlopresse que vous prenez rarement, est-ce que vous prenez des tisanes, par exemple, contre l'hypertension? Non, je n'en connais pas. Maman, avec les autres enfants, en parle souvent. Il faut, je ne sais pas, médicaments, tisane contre l'hypertension. Je n'en prends pas. Actuellement, êtes-vous sous traitement? Non. À part la rééducation et tout ça, vous n'avez pas un médicament que vous prenez quotidiennement? Non, je ne peux pas. Quand je sens la fatigue, quand je sens que je me retire tranquillement. Après tout, je suis à 13, 11, 13, 12, c'est fini. Sans traitement. Est-ce que vous prenez des tisanes? Ah, j'en prends. Quelles sont les feuilles? Oh, les feuilles, c'est trop même. C'est trop. Quand je dis c'est contre l'hypertension, je dis faites-le moi. Ma cousine, comme beaucoup de personnes souffrant de l'hypertension, avait recours aux vendeurs de plantes médicinales. Je suis au marché des tisanes de Agbokou à la rencontre de monsieur Eric. Il est vendeur de plantes médicinales depuis 30 ans. Les malades d'hypertension ou d'hypotension ne doivent en aucun cas se mettre en colère. Ils sont aussi tenus d'éviter les repas trop chauds ou chargés d'huile. Ce sont des gens qui sont censés beaucoup se reposer. Pour traiter l'hypertension, j'utilise des décoctions ou des infusions à préparer et à boire. Prendre un verre le matin et un autre le soir. Dans les cas les moins graves, en 2 semaines, les patients se remettent. Par contre, dans le cas où le mal s'est déjà enraciné et provoque des rechutes quasi systématiques de l'organisme, il faudra songer à renouveler après 2 semaines de traitement. Il faudrait combien pour se payer le traitement complet?
Pour une séance, il faudrait au moins prévoir 30 à 35 000 francs CFA pour tous les produits. Au Bénin, des études conduites en population générale confirment la prévalence élevée de l'hypertension artérielle. Seule une personne sur 3 est consciente de sa maladie. En zone urbaine, les recours médicaux potentiels sont multiples: infirmiers, médecins, spécialistes. En zone rurale, la prise en charge est encore plus compliquée. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Dans la zone ici, diriez-vous qu'il y a beaucoup d'hypertendus? On rencontre des cas d'hypertension. C'est si fréquent, disons, je le mets à 30%. On a eu à recevoir un cas ici, la tension était à 21 et quelques. Quand tu leur demandes les bilans, eux trouvent plutôt que c'est déjà trop cher. Souvent, quand ils vont à la pharmacie, on leur fait le total, ils trouvent que c'est déjà trop cher. Donc, ils préfèrent, sélectionner des bilans dedans et le faire. Vous pouvez nous détailler ce bilan et le coût? Bon. À peu près. Sinon, souvent, les bilans qu'on demande devant l'urée, la créate, les transats, la NFS, je pense qu'en général, ça reste, mais en général, c'est ça les bilans qu'on demande. Maintenant, pour le coût, souvent, la majorité, quand on demande la majorité, ça peut valoir les 25 000, les 22 000. C'est rare que tu vas trouver un paysan à qui tu vas dire un bilan fait 32 000, soit 22 000. Et ouvertement, il va le faire. Il dit souvent que je vais partir et revenir, mais quand ils partent, la majorité ne revient pas. Dans presque tous les entretiens réalisés, la question du coût du traitement et du suivi a été soulevée. De plus, les patients ne comprennent pas pourquoi il y a une grande disparité dans le prix des médicaments prescrits. Pour Brigitte de Ouida, elle doit débourser environ 1600 francs CFA pour une plaquette de 10 comprimés, soit 4800 francs pour le traitement de 1 mois. Monsieur Lawani, le gendarme retraité de Porto Novo, débourse quant à lui 10 500 francs pour sa boîte de comprimés anti-hypertenseurs qui lui dure 1 mois. Pour Thierry, agent administratif à l'université de Parakou, le coût est encore plus élevé. Actuellement, le médicament que je prends, la nouvelle formule, ce qu'il m'a prescrit nouvellement, ça me fait 20 000. Si vous arrêtez le traitement, ouais. Pendant un temps plus ou moins court, oui. Ça vous angoisse? Oui, la peur. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Puisqu'on vous dit que c'est ce qui vous tient à vie, que vous l'arrêtez, dès que vous avez une légère douleur, vous dites, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai arrêté le médicament que je sens ça? Est-ce que telle chose ne va pas m'arriver dans les heures qui viennent? Moi, enfin, un mal de tête qui n'a peut-être rien à voir avec la tension, peut-être c'est le paludisme ou une fièvre qui s'annonce, vous vous dites tout de suite, est-ce que ce n'est pas l'autre chose, l'autre monsieur là qui veut réagir? Il y a cette peur-là, et ce n'est pas intéressant, franchement. C'est un peu comme si votre vie ne tient qu'à cela, c'est ce que ça veut dire, malheureusement. Un jour, je faisais une visite à l'extérieur. Bon, il y avait un autre médecin ici, mais on m'appelle pour me dire docteur, où est le concentrateur d'oxygène du cabinet? Je dis concentrateur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel problème? Bon, le concentrateur d'oxygène, c'est un appareil qui sert à amener plus d'oxygène à la personne. On me dit c'est une personne de notre personnel qui est en train de faire une insuffisance respiratoire aiguë. On ne sait pas ce qui se passe pour l'instant, donc je connais bien cette personne, je travaille tous les jours avec elle. Elle est personnelle de santé, je suis médecin, on est tous les jours dans le même endroit. Et ça veut dire la tension, elle est à combien? Ah, elle est à 20. Je dis quoi? Et je regarde la personne, et je dis, mais tu sais que tu es hyper tendue? Elle me dit, oui, bien sûr, je suis allée voir votre médecin remplaçant. Donc déjà, elle n'avait pas voulu venir me voir, mais ça je peux comprendre, ok, bon. Donc elle est allée voir quand même un autre médecin qui m'a bien dit, mais je sais très bien qu'elle est hyper tendue. D'ailleurs, je lui prescris des médicaments tous les mois. Et alors? Ah ben oui, mais je ne les prends pas, docteur. Et pourquoi? J'ai pas l'argent. Donc cette dame-là, qui a un salaire, qui a peut-être 45 ans, pas plus, avec 3 enfants à charge, délibérément n'achète pas ces médicaments alors qu'elle est dans un environnement et dans une profession qui l'amène à connaître les risques au point de faire au cabinet un œdème aigu du poumon. Voilà une difficulté majeure. Et ça, c'est celle que je repère. Je sais pertinemment que la moitié de mes patients
n'achètent pas leurs médicaments. Et c'est pour ça que j'en appelle à la loi portant obligation de l'assurance maladie au Bénin. J'espère que dans le paquet minimum de soins pris en charge dans cette loi, il y a l'hypertension. Dans tous les entretiens que nous avons eus, les problèmes financiers ont provoqué des arrêts temporaires ou permanents du traitement, parfois une orientation vers des traitements autres moins onéreux. C'était vraiment très intéressant tous ces entretiens. Ça te parle par rapport à l'histoire de ta cousine? Oui, vraiment c'est très intéressant. J'ai retenu pas mal de choses durant tous ces entretiens. Et si je prends le cas de la dame Brigitte de Ouida par exemple, elle a fait un AVC après le décès de son mari. J'ai vu qu'il y a les soucis, le choc et toutes ces choses font que les gens sont déclarés hypertendus en fin de compte. Il y a le problème d'argent qui font que les gens ne suivent pas les traitements en continu. Si je prends le cas de ma cousine par exemple, quand elle a fait l'AVC, elle s'est évanouie. On l'a amenée à l'hôpital, mais à cause des problèmes financiers, ses enfants ont dû signer un engagement pour la faire sortir de l'hôpital alors qu'elle était dans le coma. Donc, elle est revenue à la maison dans l'état comateux et c'est suite à cela qu'elle est décédée. Comme l'ont rapporté les personnes que nous avons vues lors des visites ces derniers jours, il y a un réel problème de dépistage. Et de plus, même quand les gens sont dépistés, ils restent à risque de complications car il y a un problème de suivi du traitement de façon régulière. Il y a donc réellement un problème d'information et un problème d'accès aux soins. C'est vrai qu'il est très difficile de comprendre cette maladie. L'hypertension artérielle est une maladie invisible. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) parle de tueurs silencieux. Elle évolue à bas bruit jusqu'à ce que survienne un accident. En écoutant toutes ces personnes expliquer comment elles vivent cette maladie, je me dis que ma cousine est décédée par manque d'informations, manque de conseils, manque d'argent. Le corps médical et l'entourage devaient être davantage présents pour aider les malades à organiser leur vie face à la maladie. Si on avait compris cela, on se serait rapproché de ma cousine et on l'aurait mieux aidée. Mais je prends ce drame comme une leçon pour éviter un autre drame pareil. L'hypertension est fréquente et il y a certainement des personnes de notre entourage qui sont concernées. À nous d'être vigilants, de nous rapprocher d'elles et de les aider à mieux gérer une maladie qui, bien prise en charge, n'est pas grave.